Monsieur Beneteau. Madame Lejeune. Monsieur Blanchot. Monsieur Guipin. Madame Chouinard. Monsieur Flower. Madame Béliard a donné voir Monsieur Guetto. Madame Labbé. Monsieur Henry. Madame Legnaud. Madame Pinon-Chevalier a donné voir Madame Chevalier. Madame Chevalier. Monsieur Bouzin. Madame Caillot. Madame Guézy. Madame Désiré a donné pouvoir à Monsieur Pateau. Madame Ferreira. Madame Ferreira a donné pouvoir à Monsieur Blanchot. Monsieur Georges a donné pouvoir à Monsieur Jojas. Monsieur Froget. Monsieur Picon a donné pouvoir à Monsieur Beneteau. Monsieur Tellier. Monsieur Sénicourt. Madame Clotus-Brossin. Monsieur Defrémont. Monsieur Guyard. Madame Bernet. Madame Sass. Monsieur Montvolet. Madame Fischer-Vernier. Monsieur Fabre. Madame Maty. Madame Guibert a donné pouvoir à Madame Maty. Le corps est en retard, Monsieur le maire, séance passe au vote. Je vous remercie. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance au travers de M. Henry. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Madame Maty, vous vouliez prendre la parole? Oui, monsieur le maire, merci. J'aurais voulu vous demander, monsieur le maire, si c'est possible. Il y a un monsieur dans l'assistance qui est là avec une caméra. Et j'aimerais que ce monsieur se déplace, car c'est un droit à mon image, dans l'article 9. Serait-il possible qu'il se déplace, s'il vous plaît? Monsieur, avec votre caméra, vous serait-il possible, effectivement, de prendre un petit peu de recul? Je ne vois pas en quoi je dérange le conseil municipal. Je demande de bien vouloir prendre un petit peu de recul, s'il vous plaît. Un petit peu. Voilà. La séance doit être publique. On peut saluer son image, puisque de toute façon, il s'affiche. Je vous demande, mes chers collègues, de bien pouvoir approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 juin. Celle-ci fait-elle l'objet de remarques? Pas de remarques, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Fischer s'abstient, je vous remercie. Je dois vous faire part des deux abstentions. Ah pardon, on n'avait vu qu'une seule main levée, excusez-moi. Je dois vous faire part de la liste des décisions dont je vous rends compte en application des articles 21, 22-22 et 23 du Code général des collectivités territoriales. Cette liste fait-elle l'objet d'observation? Oui, je vous en prie. Monsieur Defrémont. Merci. Avant de faire cette demande d'information, j'aimerais attirer l'attention du Conseil sur les conditions dans lesquelles se déroule cette séance, puisque j'ai eu la surprise en arrivant près de la mairie de voir des forces de police et des barricades. Je voudrais savoir si on est à Sagny-sur-Orge ou à Beyrouth. Je me demande pour quelle raison cet équipement a été installé. Monsieur, que nous avons des choses à faire respecter, et notamment le quota de personnes qui peuvent rentrer à l'intérieur de cette salle pour garantir la sécurité de tous. Ceci est le premier élément. Et justement, de ma part, le conseil municipal précédent a nécessité ce genre d'installation. Et ce qui veut dire qu'un certain nombre de précautions ont été prises au préalable. Voilà. Je ne veux pas polémiquer davantage, je vais reposer ma question qui concerne la décision numéro 547 relative à l'allocation du centre de vacances de la Savinière, qui soulève de nombreuses questions. Tout d'abord sur les conditions de la signature de ce contrat.
Il existe un avis du domaine sur la valeur de la Savinière, mais il est relatif à la vente éventuelle de ce bien et non à sa location. Aucun avis professionnel de l'immobilier ne semble avoir été recherché. L'état des lieux mentionné au contrat, mais non joint au document accessible au public, ne s'accompagne d'aucune obligation de remise en état, alors même que les biens mobiliers, en particulier les équipements de la cuisine récents, sont une part substantielle de la valeur du bien et sont susceptibles de se dégrader selon l'usage qui en sera fait. La destination de cette location n'est pas non plus précisée. Pouvez-vous nous préciser si la seule cuisine sera utilisée pendant un an et dans ce cas, qu'adviendra-t-il de l'entretien des autres parties de la Savinière? Ensuite, sur la valeur retenue pour la location, 50 000 € par an, cette valeur semble s'appuyer sur l'estimation des domaines pour une valeur nette de 777 000 €. Cette estimation pose déjà question dans la mesure où les seuls travaux réalisés en 2010 et 2013 pour la remise à œuvre de la cuisine collective et des installations électriques représentent une dépense pour la commune de plus d'1,4 million d'euros, soit près du double, rien qu'en travaux récents, de la valeur estimée pour cet équipement. Comment expliquer cette anomalie? Avons-nous jeté l'argent par les fenêtres en 2010 et dépensé 1,4 million pour rien? Ou l'estimation des domaines est-elle minorée pour des raisons qui restent à éclaircir? Les personnels brutalement débarqués de cet été vont-ils bénéficier d'un reclassement, même partiel, lié à l'utilisation par le locataire de la Savinière? Le montant de la location couvre-t-il le coût social pour la commune de cette fermeture précipitée d'une structure qui employait plus de 20 salariés? Enfin, une dernière question sur la pertinence de cette décision. Il est-il de rappeler l'intérêt pour nos enfants de cet équipement public dont l'exploitation a été bien mal suivie par la majorité municipale depuis 1983, qui a laissé se dégrader son équilibre financier sans réagir pendant 30 ans. Le coût des derniers travaux d'entretien et de rénovation supportés par les finances communales fait partie des emprunts remboursés par l'argent de nos impôts. Il est injustifiable que nos concitoyens ne bénéficient pas de cet équipement parce que le maire a décidé de le louer pour une bouchée de pain à une autre commune, au lieu d'assainir son exploitation, comme cela aurait dû être fait depuis bien longtemps. Quand vont être créées des commissions de travail ouvertes afin d'instruire correctement ce dossier et qu'à l'issue de cette mauvaise décision de location, la Savinière puisse à nouveau bénéficier à ceux qui la financent? Bien, écoutez, pour répondre à vos questions, M. Defresnon, effectivement, vous l'avez bien noté, il y a eu une estimation des domaines de 777 000 €. Vous savez bien que les domaines, ce sont les services de l'État, et en aucun cas la mairie n'a souhaité influencer cette estimation. Ce serait bien leur faire honte que de leur prêter ce type d'agissements. Nous avons ensuite, ainsi que la mairie de la Tronche-sur-Mer, en parallèle, demandé une autre estimation correspondant à un prix de location. Et ils nous ont simplement répondu que pour louer, il fallait prendre la valeur du bien et en tirer 6% annuel. Ce qui correspond bien aux 50 000 €. Je dirais même que les 50 000 € sont un petit peu du coup au-deçà de cette estimation et qu'il a fallu pour nous négocier avec la mairie de la Tronche. Alors c'est vrai que nous avons préféré quand même qu'une location, même si l'utilisation par la mairie de la Tronche n'en est que partielle, et avant toute chose l'utilisation, c'est celle de la cantine pour pouvoir pallier un manque sur la Tronche-sur-Mer, nous préférons voir un équipement à l'intérieur duquel il y a de la vie, qui permet à cet équipement sur le court, moyen et long terme de ne pas se dégrader. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Oui, M. Guyard. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Un certain nombre de questions concernant ces décisions que vous avez prises pendant l'été. La 467, le marché SAS Forêt de France, fait référence à l'entretien de nos espaces verts et il est dit donc que sur le désherbage et le traitement herbicide des espaces publics. Nous voulions vérifier que, comme je crois la ville s'est engagée à le faire depuis déjà un certain nombre d'années, ce traitement herbicide était bien sûr non
comportait pas de produits chimiques, ce qui n'apparaît pas dans le montant du marché, par ailleurs relativement élevé de 50 763,98 €. Alors effectivement, il n'utilise pas d'herbicide, ce qui explique d'ailleurs que le montant de ce marché soit relativement cher, étant donné que du coup il y a beaucoup plus de main-d'œuvre, beaucoup plus d'heures, et par voie de conséquence un nombre de plus de marché. Je profite du micro pour continuer mes questions. Pardon. Oui, un certain nombre de questions concernant les décisions 550, 551, 552, 553 et 554. Nous avons un certain nombre de formations et on peut se féliciter qu'effectivement, que ce soit les élus de la majorité ou les élus de l'opposition, on puisse bénéficier de formations. Ceci dit, 4 décisions pour 4 montants qui d'ailleurs sont différents les uns des autres, mais relativement élevés. Il se trouve que ce sont des dépenses entre 1 800 et 3 900 € par personne pour 4 demi-journées. Vous savez, monsieur le maire, que j'ai sollicité en la matière aussi une formation et qu'effectivement les montants auxquels pour lesquels je voulais solliciter sont très loin des montants ici annoncés. Donc 2 questions. Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est des cours particuliers que M. Guetto, Jojas et Benito ont bénéficié? Ou est-ce qu'il y a des prestations très très importantes faites par ce GIE? M. Josquin, je crois, était connu sur sa mission qui ont fait que ces montants importants, pour ne pas dire inusité dans ce genre de formation, soient dépensés. Et par ailleurs, pourquoi n'avoir pas fait une commande globale pour l'ensemble de nos collègues? C'est un droit individuel à la formation. Chacun peut demander des formations sur des sujets tout à fait distincts pour les uns et les autres. Voilà. Ce qui explique qu'effectivement, il y ait 4 contrats différents sur 4 demandes différentes de formation. Avec le même organisme? Je crois qu'à chaque fois que vous faites des formations, vous aussi, vous utilisez le même organisme. Bon. Dans le même mot, vous voyez. Alors, autre question, et j'en aurais fini, sur la 558. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher, puisque c'est la rénovation des chaufferies qui ont tout explosé, malheureusement, explosé, j'exagère un tout petit peu évidemment, mais qui ont eu beaucoup de soucis depuis notre installation dans ce cadre du nouveau conseil. Je constate que les montants, puisqu'il y a 6 groupes scolaires, une dizaine de groupes scolaires qui sont concernés, les montants concernent des remplacements de chaudières, on vous avait parlé de dépannage, de remplacement de pièces. On arrive à un montant relativement important de 131 900, enfin 132 000 € environ hors taxe. Or, comme je l'ai indiqué, remplacer un élément dans une chaudière, bon, pourquoi pas quand il y a urgence. En revanche, remplacer des chaudières à part entière, ne pas mettre des chaudières à condensation, alors même que nous rentrons dans les enjeux du Grenelle et que j'avais demandé que les études nous soient montrées en la matière, je m'étonne de cette relative précipitation sur un certain nombre d'équipements. Je demande là aussi que les études nous soient fournies dans le cadre des commissions idoines qui analysent ce genre de choses. Et j'espère que les conséquences de ces installations nouvelles feront l'objet d'un contrat de résultat derrière, puisque, comme vous le savez, nous avons un simple contrat d'entretien, et aujourd'hui, effectivement, les entreprises, quelles qu'elles soient, j'en connais beaucoup, vous savez, peuvent s'engager sur, à partir du moment où on fait des travaux, il n'y a pas de secret, il faut économiser l'énergie. Donc il faut que le contrat que nous allons passer par la suite puisse effectivement être un contrat engageant en la matière et continuer de faire un certain nombre d'améliorations, puisque au-delà des simples équipements de production, nos bâtis ne sont pas corrects, il va falloir les traiter, les écoles et autres bâtiments publics. Donc j'espère que derrière cette dépense, là aussi passée cet été en urgence, les compléments seront faits rapidement. En fait, effectivement, vous l'avez vu, c'est la première tranche d'un marché. En fait, ce que nous avons fait, c'est pour l'essentiel regarder avant toute chose l'âge de nos chaudières, parce que l'âge des chaudières, après, c'est toutes les difficultés que nous pouvons avoir pour trouver des pièces détachées. La mise en place de ces pièces détachées est ensuite relativement coûteuse. Et dans de nombreux cas, il était préférable de changer la chaudière plutôt que d'aller changer un
vous l'avez évoqué par vous-même, entre la technologie d'une chaudière qui a 30 ans et une chaudière aujourd'hui, la consommation est très largement différente et l'objectif étant aussi à terme d'être à même de baisser nos frais de fonctionnement. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Oui, M. Sénico. Oui, cela concerne la décision numéro 520. La question, c'est une demande d'information. Le centre, l'espace Simone Bouchard est géré, pris en charge par le CCAS. Il fait l'objet d'un compte spécifique, d'un budget annexe. Et donc, je me posais la question de savoir pourquoi c'est la ville qui avait passé le marché et pas le CCAS. Dans la mesure où ça ne concerne quand même pas de l'immobilier, je pense que c'est la ville qui est propriétaire du bâtiment. Oui, mais l'entretien, la ville est propriétaire des murs et ça nous permet de mutualiser les contrats sur ce genre de marché. D'accord. Merci. Je vous en prie. C'est bon. On peut considérer que cette liste est approuvée. Très bien, je vous remercie. Je vous propose que nous passons au point suivant de ce conseil municipal qui concerne la consultation des conseils municipaux des communes membres de l'intercommunalité, la CALP, étendue à Viry-Châtillon dans le cadre de la loi NOTRe. Donc un courrier nous a été adressé par monsieur le préfet de l'Essonne qui informe les communes membres de la CALP ainsi que la commune de Viry-Châtillon afin de nous prononcer sur le fait de rentrer ou non à l'intérieur de la MGP, c'est-à-dire le Grand Paris. Alors, peut-être avant de lancer le débat, il me semblait assez intéressant de refaire un petit récapitulatif des différents travaux sur le sujet. C'est dès le mois de juin 2014, la commune de Savigny s'était prononcée en faveur d'un territoire autour d'Orly et avait d'ailleurs, sous votre approbation, rejoint l'association du Grand Orly. Une CRCI s'est tenue au mois d'août 2014, proposant justement d'ores et déjà une fusion des territoires, mais cette fusion concernait le Val-de-Seine, le Val-d'Hier, la Varenne-Jarcy avec la CALP. Et nous avions à l'époque, notamment au travers de l'instance intercommunale, décidé de rejeter cette intercommunalité. Au mois de septembre, dans les délais, la commune de Paray-Vieille-Poste s'était prononcée favorablement à une intégration à la MGP, ce qui avait été fait aussi plus tard par la commune de Tismons, mais qui n'était pas dans les délais. Ensuite, au mois de mars, le préfet de région a adopté un premier schéma régional de coopération intercommunale et au mois de mai a été proposé un nouveau périmètre pour la CALP par le préfet de l'Essonne, sur lequel le conseil municipal au mois de juin avait émis un avis négatif, mais tout en réaffirmant la volonté de constituer un territoire autour d'Orly. Le préfet, pour terminer le 27 juillet, a porté une modification au périmètre de la CALP, c'est-à-dire en y intégrant la commune de Viry-Châtillon et en retirant la commune de Paray-Vieille-Poste. Et enfin, le 7 août, le préfet, suite à la promulgation de la loi NOTRe, demande au conseil municipal de Savigny-sur-Orge, ainsi que toutes les communes de l'intercommunalité jusqu'à Viry-Châtillon, de se prononcer ou pas pour aller vers la métropole du Grand Paris. Pour votre information, la commune de Juvisy a délibéré mardi soir et souhaite aller vers la MGP. Tismons s'est prononcé mercredi. Là aussi, souhaite aller vers la MGP à l'unanimité, comme Paray-Vieille-Poste l'a fait hier.
Morangis et Viry-Châtillon l'ont également fait hier, et il y a eu un vote à la majorité pour se diriger vers la MGP. Alors, j'ai tendance à dire que la CALP, telle qu'elle est avec le périmètre d'aujourd'hui, si la CALP devait rester indépendante, il ne faut quand même pas se faire d'illusions. Avec la commune de Paray-et-Poste qui nous quitte, nous serions dans une situation financière juste catastrophique. Un certain nombre d'études financières ont d'ores et déjà été menées et qui montraient que la CALP aurait un autofinancement négatif, ce qui serait juste une catastrophe et interdirait dès l'année prochaine tout type d'investissement. Alors, c'est vrai que le périmètre proposé à l'intérieur de la MGP par le préfet dit périmètre 12, c'est-à-dire que c'est un périmètre qui part de Viry-Châtillon dans le sud pour aller ensuite rejoindre la commune de Gentilly jusqu'aux portes de Paris, et quand même un périmètre important, 630 000 personnes, le périmètre qui correspond à peu près à la moitié d'un département. Cependant, c'est aussi le périmètre où l'on retrouve pour notre commune tous les bassins de vie. Il regroupe le Grand Orly, mais on y retrouve aussi l'A6, la N7, le T7, la ligne 14, ensuite qui va en prolongement, et un énorme bassin de vie au travers d'Orly et de Rungis. Par voie de conséquence, je vous demande bien sûr, et j'avais ces termes liminaires pour poser le débat, mais je pense qu'il est tout à fait raisonnable que notre commune rejoigne le Grand Paris. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Oui, monsieur de Frémont. Je ne souhaite pas prendre la parole tout de suite pour mon propre, mais j'ai reçu une demande de Mme Grossin qui ne pouvait pas se rendre au Conseil ce soir, de pouvoir lire une déclaration en séance qu'elle a rédigée. Donc je demande l'autorisation de lire cette déclaration. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, absent de Savigny et très éloigné pour des raisons familiales, je viens d'apprendre qu'un conseil municipal concernant l'avenir de notre intercommunalité doit se tenir le 4 septembre. Ne pouvant être présent, je tiens à exprimer l'avis des concitoyens qui m'ont élu. Vu l'importance de cette décision cruciale pour l'avenir des citoyens des Portes de l'Essonne, je m'étonne tout d'abord du vote précipité des maires de notre agglomération, qui votent majoritairement pour l'intégration dans le Grand Paris, alors que les conseils municipaux des villes concernées ne se sont pas réunis et ne disposent des éléments que quelques jours en amont d'un conseil municipal aussi important pour l'avenir. Cette précipitation à faire voter les conseillers municipaux de chaque ville, après que les maires se soient déjà majoritairement prononcés pour l'intégration dans le Grand Paris, interroge en premier lieu la démocratie et les fondements de notre République. Globalement, et parce qu'elle entérine, cette réforme interpelle sur les compétences et le poids de chaque commune regroupée dans l'intercommunalité, et sur l'autorité et le rôle des maires pour faire entendre les besoins des citoyens. Sur Savigny, par exemple, la suppression de nombreux services publics de proximité, petite enfance, culture, n'ont pas fait l'objet d'une utilisation dans les communes de la CALP, alors que Savigny est la plus importante ville de l'agglomération. Qu'apportera l'intégration dans le Grand Paris? La prise en compte des besoins collectifs des citoyens à travers des services publics de proximité, de qualité accessible à tous, éducation, culture, santé, emploi. Sans ces nécessaires réponses concernant les enjeux de cette réforme qui préoccupe autant les élus que les citoyens, l'obligation urgente de prendre des décisions ne conduit bien souvent les élus à ne prendre que la moins mauvaise des solutions. Si ce temps d'explication et de concertation avec les populations ne peut pas avoir lieu, les conditions démocratiques ne sont pas réunies et, comme de nombreux élus, je ne peux prendre part à un vote dont les enjeux et les conséquences demeurent obscurs pour les citoyens. Peut-être, je vais juste me permettre une petite remarque par rapport à ce que vous venez de lire. C'est vrai que quand une loi est promulguée le 7 août et qu'ensuite les conseils municipaux
ont un mois pour se prononcer, il est difficile de faire ça en prenant énormément de temps. Vous imaginez bien que si j'avais convoqué le conseil municipal le 15 août, il y aurait eu encore moins de monde autour de la table. Votre intervention. C'est pas la même question. Monsieur Guillard. Ça fait pas depuis un mois qu'on sait. Monsieur le maire et mes chers collègues, pour rebondir sur l'intervention de Madame Totu, et effectivement j'entends l'argument que vous venez de nous apporter. Ceci dit, vous savez comme moi que ces lois, et Madame Sass pourra le dire bien mieux que moi encore, ces lois ont fait l'objet de très nombreux débats en Chambre et que l'ensemble des forces politiques ont pu exprimer et leur position et leur vote à l'occasion de la fin de la saison dernière, de la fin de la session parlementaire la dernière, et que on peut aujourd'hui effectivement reprocher un certain nombre de choses à l'État, mais comme la loi sur la précarité et sur la transition écologique et énergétique, il est important de passer aux actes. Moi, je regrette qu'effectivement, dans ce débat, le seul document que vous nous ayez mis à disposition, nous, les élus locaux, c'est la lettre du préfet et effectivement la position que vous venez d'exprimer oralement, qui éclaircit un peu à la fois nous-mêmes et, j'espère, le public présent dans cette salle. Mais ça ne suffit pas, Monsieur Mélan. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a une mission de préfiguration qui travaille depuis un certain temps et qui réunit d'ailleurs l'ensemble, là aussi, des représentants politiques. Je me propose de présenter à la fois à nos collègues et à l'ensemble du public éventuellement les éléments que cette commission a mis en avant, parce qu'elle va nous donner des éléments qui nous permettront et qui permettront aux Saviniens de comprendre les opportunités, mais également les risques que va nous faire courir cette intégration dans la métropole. Donc je peux, voilà, j'ai les éléments là-dessus, j'ai le papier ici. En synthèse, effectivement, nous rejoignons un ensemble très important, mais ceci dit, l'ensemble, vous avez parlé des 12 territoires, l'ensemble des 12 territoires aussi entre 350, si ma mémoire est bonne, et 2 millions avec Paris, puisque Paris est un territoire à part entière de la métropole. Nous serons le deuxième plus gros territoire derrière Paris, c'est un fait, les autres aussi entre 400 et 600 000 environ, et Savigny, dans cet univers, entre 37 000 et 600 000 personnes, on peut comprendre effectivement les craintes que nous pourrions exprimer. En revanche, et vous l'avez dit, et on vous accompagne là-dessus, puisque notre groupe a été systématiquement en accord avec la position, le devenir de Savigny passe par le Grand Orly. Nous savons les uns et les autres que les efforts économiques n'ont pas été faits dans cette ville au moment où ils auraient dû être faits. Il n'y a pas d'activité économique qui génère de la ressource, et donc c'est bien les habitants, nous, vous et moi, qui, par essence, devons accompagner l'effort public de la ville par nos impôts locaux, puisque l'activité économique a été trop longtemps défaillante dans cette ville. Donc il faut qu'on cherche un territoire qui sera en capacité de nous apporter quelques miettes et un peu plus, j'espère, d'un développement économique qui, par ailleurs, là aussi, devrait continuer. Vous savez que, au-delà de la métropole, il y a le projet du Grand Paris Express, il y a un certain nombre de dynamiques d'évolution des territoires. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, les Saviniens puissent accéder le mieux et le plus rapidement possible à l'ensemble des services que nous ne pourrons pas créer à Savigny-sur-Orge, parce que, vous l'avez dit, et vous l'avez même constaté, malheureusement, y compris dans les faits, en supprimant tout un tas de services, nous n'avons pas la capacité, aujourd'hui, à apporter aux Saviniens les services dont ils ont besoin. Donc nous devons rejoindre un territoire qui permettra de le faire, et là, il va falloir, M. Mélan, y compris parce que nous estimons, et Jean-Marc l'a souvent dit à la CAL, que la défense des intérêts des Saviniens n'a pas été à la hauteur, jusqu'à maintenant, de la position que nous avons prise à la CAL. Il va falloir là sortir plus que des éléments persuasifs pour obtenir à la fois l'établissement public territorial, qui est donc ce grand territoire des 600 000, et de la métropole, dans ses compétences et ses dimensions, qu'elle s'intéresse à nous, pas uniquement pour faire des logements, parce que la pression sera forte compte tenu du fait que, je vous rappelle, il y a environ 70 000 logements à créer sur l'ensemble de la région de France, bien sûr, qui ne seront pas créés à Savigny, heureusement, mais quand même, la pression existera pour que nous donnions là aussi quelques efforts, mais en revanche, ce qui va être important pour nous,
c'est que les services publics, l'accès à ce grand métro, le T7, que d'aucuns mettent en cause aujourd'hui, il va falloir là aussi regarder d'assez près l'intérêt du T7 pour les Saviniens, puisse permettre à nos plus jeunes, aux plus anciens, d'accéder à la fois à ce qui existe à proximité de Savigny, mais également, bien sûr, dans Paris, d'accéder aux aéroports. Orly, c'est assez facile, Roissy, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, et d'accéder aux grandes gares parisiennes, d'accéder aux ensembles culturels, sportifs, de loisirs, d'activités et de commerce qui répondent à nos attentes. C'est ça l'enjeu qui va être le nôtre. Et pour rebondir sur ce que disait Michel Cotu, je crois que Jean-Marc y reviendra, il y a une analyse très fine des compétences qu'il va falloir faire, parce qu'il y a des compétences qui seront métropolitaines, mais qui intéressent à la fois l'enjeu du logement, et également l'enjeu du développement économique de grandes zones. Je pense qu'à Savigny, malheureusement, on ne sera pas tellement concerné, mais nos amis de Morangis regardent ça d'assez près. Il y a des compétences culturelles et sportives avec des grands équipements. Là aussi, on peut craindre qu'à Savigny, nous n'ayons que peu de chances d'avoir un de ces grands équipements, mais la métropole s'occupera par exemple de la préparation des candidatures de Paris et aux Jeux Olympiques et pour la Foire universelle de 2025. Donc il y a des choses intéressantes qui vont se passer à ce niveau-là. L'établissement public territorial, lui, qui va bénéficier notamment de la CFE, qui est une des parts de la taxe économique sur nos entreprises, a le développement d'un certain nombre d'équipements, n'a pas de compétences claires en ce qui concerne la voirie, par exemple. Donc, quid de la voirie, il va falloir qu'on regarde ça d'assez près. Et donc, derrière, on va, à Savigny, retrouver des éléments que nous avions aujourd'hui délégués à la CAL, qu'il va falloir regérer par nous-mêmes. Donc, il y a des risques importants, il y a des opportunités aussi, et c'est tout ce travail qu'il va falloir, avec les 5 représentants que nous aurons dans cet établissement public territorial, et avec le représentant, en l'occurrence monsieur le maire, que nous aurons à la métropole, obtenir des choses, des éléments, des engagements pour que ces développements soient faits. Donc voilà mon inquiétude, c'est on va se retrousser les manches, on va travailler tous ensemble, j'espère, parce que jusqu'à maintenant on ne peut pas dire que ça a été très bien et beaucoup fait, mais le combat sera intéressant, mais important et sans doute difficile. Voilà ce que je voulais ajouter, et encore une fois, je peux, par l'intermédiaire de monsieur le directeur général des services, présenter les éléments que la mission de préfiguration, qui est publique et qui a dépensé de l'argent pour faire ce travail, c'est notre argent à tous, a fait et a fait correctement, à mon avis, jusqu'à maintenant. Merci. Alors, peut-être pour répondre à un certain nombre d'éléments que vous avez évoqués. Aujourd'hui, la mission de préfiguration, effectivement, a donné de grandes lignes directrices par rapport à des possibilités de transfert de compétences. Cependant, quand vous évoquez le développement économique, c'est vrai que d'ores et déjà, nous sommes dans une intercommunalité, la CALP. On ne peut pas considérer que le développement de la zone industrielle de Morangis ne nous intéresse pas. De la même manière, en rentrant dans une structure plus importante, il faudra effectivement considérer la chose de la même manière. C'est que Savigny n'y rentre pas seul, mais c'est une intercommunalité qui va rejoindre la métropole et qui va rejoindre la fusion d'autres intercommunalités vers le Val-de-Marne. Quand vous évoquez les grands équipements, je serais presque tenté de dire, c'est peut-être une chance en fait, parce que quand je vois que dans le contrat de plan État-région a été rayé d'un trait de plume le barreau sud d'Orly, c'est peut-être l'occasion d'arriver à raccrocher les wagons au niveau de la MGB. Voilà, effectivement, vous avez raison, des éléments de négociation qu'il faudra avoir avec la métropole. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Madame Maty. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, lors des différents conseils municipaux et communautaires, nous avons toujours manifesté notre opposition la plus ferme quant à l'intégration de notre commune au sein de la métropole du Grand Paris. La création de la métropole du Grand Paris apparaît comme superfétatoire et surtout motivée par des considérations non dénuées d'intérêt politicien. La métropole du Grand Paris, véritable usine à gaz, sera donc organisée en 12 établissements publics territoriaux et s'appuiera sur un système de gouvernance à 2 niveaux,
composé d'un conseil métropolitain et de conseils de territoire. Les travaux préparatoires concernant la mise en place de ce monstre administratif restent encore flous et opaques, alors que la métropole du Grand Paris doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Malgré cela, les maires des communes membres de la communauté d'agglomération, les Ports de l'Essonne, se sont prononcés pour une intégration à un établissement public territorial de 22 communes pour 632 000 habitants qui sera alors englouti dans la métropole du Grand Paris. Le terme aseptisé, froid et administratif de territoire, qui a été consacré par la loi du 27 janvier 2014 pour désigner un agrégat de communes matérialisées, vient de processus de dissolution des intérêts locaux. Parler de territoire à la place d'une commune qui a une histoire, une géographie, des racines culturelles, représente une aliénation qui rappelle les effets délétères de la mondialisation. Rien de surprenant, le Grand Paris a été pensé par des élites françaises comme une ville monde, en rupture avec la vocation de Paris à animer la région parisienne et la nation française. Car le territoire dans lequel s'inscrit Paris et sa banlieue, c'est d'abord la France. Nous sommes très loin de la volonté initiale de constituer un territoire à dimension humaine, paramètre important qui avait été pourtant inscrit dans une motion soumise aux élus réunis au Conseil communautaire le 26 juin 2014. Le président de la CALP et le maire de Juvisy-sur-Orge avaient même consenti un début de clairvoyance dans le magazine Les Ports de l'Essonne. Excusez-moi. En arguant, je cite, « Rejoindre la métropole, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Nous ne voulons pas être noyés dans un grand tout. Où nous bornerons à entériner des décisions vers le haut. Or, l'État semble bien être maintenant en train de dessiner une agglomération géante qui ne correspond plus à notre bassin de vie. Les promesses n'engageant que celui qui les tient. Revirement de situation, Robin Réla, président de la CALP, avec la complicité des députés EELV de la 7e circonscription d'Essonne, nous impose une intégration au forceps au sein de la métropole du Grand Paris. De plus, la mise en place d'un gouvernement centralisé et despotique au sein de la métropole du Grand Paris supprimera le fait, la démocratie de proximité, en aspirant les compétences des communes qui seront alors très largement dévitalisées. Alors quels sont les échelons de représentation politique de proximité? Par excellence, elles perdront l'essentiel de leur capacité d'initiative dans le domaine économique, de l'aménagement et de l'habitat. L'emprise de la métropole du Grand Paris sur nos communes aura pour principale conséquence de déposséder le maire du pouvoir de décision qui régissait notre cadre de vie et d'accentuer l'organisation de nos territoires. L'afflux continu d'immigrés légaux et clandestins de France, favorisé par des mesures avantageuses, comme la gratuité, oui monsieur, on stigmatise, comme la gratuité du pass Navigo aux titulaires de l'aide médicale et d'État, renforcera la Cour déjà effrénée et réfléchie à la construction de logements sociaux dans des communes déjà arrivées à saturation. Sous couvert, comme souvent, de modernisation, de mutualisation et de renationalisation, la métropole du Grand Paris est en réalité une arme de destruction massive contre la démocratie municipale et sera indéniablement un choc de complexification. Cette métropole, avec un conseil métropolitain d'environ 210 élus, sera encore une fois une source de gabegie intolérable qui conduira inéluctablement à l'explosion du nombre de fonctionnaires et un enchevêtrement des compétences et d'augmentation de pression fiscale. De plus, le mode de scrutin qui se profile pour élire les conseillers métropolitains et territoriaux est indique, faisant fi des élections municipales et communautaires en mars 2014. Le choix des électeurs sera-t-il une nouvelle fois bafoué? Le président de la communauté d'agglomération des Ports de l'Essonne et vous, monsieur le maire, nous mettent au pied du mur sans avoir pris le soin d'organiser un référendum pour consulter la population sur ce sujet. C'est tout simplement irresponsable et inadmissible. Tout comme nous dénonçons les ravages du fédéralisme européen qui détruit les nations,
Nous fustigeons le fédéralisme intercommunal et la métropolisation qui conduiront à la mort de nos communes. Nous disons donc non aux villes sacrifiées, à la dissolution annoncée de l'échelon communal et à la métropole du Grand Paris qui viendra rajouter une couche à ce millefeuille administratif particulièrement indigeste. Merci. Bon, on est parti dans la campagne régionale. Sans autre commentaire à apporter. Madame Sass, je vais vous laisser la parole juste avant, sans vous remercier quand même pour les amendements que vous aviez défendus et permettant cette discussion aujourd'hui. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, mesdames et messieurs, nous devons ce soir prendre une décision importante, celle de rejoindre ou pas la métropole du Grand Paris. Il faut d'abord rappeler, et vous l'avez fait tout à l'heure Monsieur le maire, que nous revenons de loin puisque le projet initial de schéma intercommunal proposait de rattacher Savigny et les Portes de l'Essonne au Val d'Hier et à Sénart-Val de Seine, ce qui aurait donné un territoire sans cohérence ni projet partagé. Qui plus est, les limites de la métropole seraient venues couper en deux le bassin de vie que constitue le Grand Orly et auraient désagrégé les Portes de l'Essonne puisqu'Athis-Mons séparé, limitrophe du Val-de-Marne, aurait pu, elle, rejoindre le Grand Paris. L'idée est donc primordiale pour Savigny d'éviter ce scénario et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez rappelé, je me suis mobilisée avec mon collègue Romain Collas à l'Assemblée nationale pour permettre à notre ville et aux Portes de l'Essonne d'adhérer au Grand Paris. J'ai donc fait adopter, comme vous le savez, un amendement permettant de modifier les limites de la métropole dans le cadre de la loi NOTRe. Et c'est toujours une satisfaction de voir aboutir un projet qu'on a porté depuis si longtemps. Par contre, je le dis sans polémique, je n'ai eu à ce moment-là aucun soutien de la part des Républicains dans l'hémicycle lors de cet amendement. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de notre projet qui était de créer un établissement public territorial du Grand Orly à l'intérieur de cette métropole, puisque l'ensemble des communes de Grand Orly n'atteignent pas le seuil des 300 000 habitants et que l'amendement que j'avais déposé en dernière lecture le 2 juillet dernier pour abaisser le seuil des établissements publics territoriaux à 270 000 habitants et pouvoir ainsi créer le Grand Orly a été malheureusement repoussé. C'est regrettable parce que c'était l'échelon pertinent pour des projets communs, mais intégrer le Grand Paris reste sans nul doute, dans le contexte de cette réforme, la meilleure des options pour Savigny et les Portes de l'Essonne, et nous devons nous en réjouir. À partir de là, je dirais que, oui, bien sûr, il faut rentrer dans le Grand Paris, mais cela suppose une grande responsabilité pour les élus qui nous représenteront. Car ça peut être une formidable opportunité pour bénéficier d'investissements et de projets auxquels nous n'aurions jamais pu avoir accès dans notre intercommunalité. Mais pour cela, il faut que les élus qui nous représenteront sachent faire entendre la voix de notre ville et des Portes de l'Essonne en général au niveau de la métropole. Car bien sûr, la métropole, c'est aussi un risque d'éloignement démocratique. Nous allons nous retrouver dans un ensemble de près de 7 millions d'habitants et 150 communes. Les centres de décision vont se trouver bien éloignés des citoyens que nous sommes. Mais si nos représentants savent défendre notre territoire, y compris, il faut le dire, sur le plan financier, cela peut être vraiment une opportunité pour notre ville qui a absolument besoin de retrouver un dynamisme après la fermeture de tous les services municipaux qui a affecté notre ville cet été. Donc oui à la métropole, mais vigilance, car ça peut être une grande opportunité pour Savigny, mais ça ne peut l'être que si les élus qui nous représentent savent défendre les intérêts des Savigniens dans cette immense métropole. Et vous nous permettrez d'avoir quelques inquiétudes à cet égard. Je vous remercie. Effectivement, vous avez raison, il faudra faire particulièrement attention parce que Savigny a déjà dû subir, en rentrant dans la calpe, des phénomènes d'écrêtement et de perte de subventions. Il ne faudra pas que nous revivions au travers de la métropole la même problématique. Mais vous le savez encore mieux que moi, Madame la députée, il y a encore un certain nombre d'adaptations très claires à faire sur le sujet. Y a-t-il d'autres interventions? Oui. Donc le Grand Orly est mort, pourtant c'était un échelon économique pertinent. La question se pose maintenant du Grand Paris. Alors chacun sait bien les ressources du Grand Paris, c'est pour ça que beaucoup ici, dont nous faisons partie, voulons y rentrer, mais chacun connaît aussi ce qui s'est passé, et ce que vous soulignez,
quand nous sommes rentrés dans la CALP. Le problème de ces superstructures, c'est que finalement, l'histoire de Savigny récente montre que notre entrée de la CALP n'a strictement rien apporté, contrairement à ce que nous espérions, pour certains d'entre nous, à la ville de Savigny. La mutualisation, c'est bien jusqu'à une certaine échelle, et puis après, il y a des effets négatifs au-delà de cette échelle-là. Par exemple, aujourd'hui, la CALP a des compétences en termes de culture, et à l'échelle du territoire qui est imaginé, il semble difficile d'imaginer, par exemple, que la politique culturelle à Savigny soit décidée très loin. Qu'allons-nous peser dans le Grand Orly, encore moins que dans la CALP, et dans la métropole du Grand Paris, encore moins que dans la CALP. Et le problème, c'est que nous voyons tous les jours, dans la CALP, nous ne pesons déjà pas grand-chose, malheureusement. Donc ça, c'est un risque majeur pour notre ville. Et je crois qu'il va falloir que les élus qui vont représenter les Savigniens, et puis, bon, ça a été souligné, il n'y aura pas forcément de représentation démocratique, parce que la CALP, quand même, les élus communautaires étaient élus par les Savigniens, par les habitants de la CALP. Là, le problème, c'est qu'avec le mode de représentation à la métropole du Grand Paris et dans le territoire que est imaginé, finalement, il va y avoir un tel nivellement qu'il y aura très peu de diversité et que les intérêts de la ville seront uniquement défendus par l'équipe majoritaire. Donc il faudra que cette équipe-là, et dans ces conditions-là, elle aura évidemment le soutien de tous les habitants de Savigny et de tous les élus de la ville, se battent sévèrement, se battent avec des résultats pour que notre ville ne subisse pas le sort qu'elle a subi quand elle est rentrée dans la CALP. Alors, connaît bien l'intérêt du Grand Paris en termes de grands équipements, en termes de réseau d'infrastructures, mais clairement, vous parlez des Jeux Olympiques, très bien, allons-nous avoir, par exemple, une piscine olympique à Savigny, financée par le Grand Paris. Voilà, clairement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Permettez-moi juste une petite chose, monsieur Favre. C'est pour moi qui parlais d'équipement olympique, ce sont vos anciens collègues. Oui, non, mais vous êtes très alors, donc, monsieur Mélorne, le problème de ça, c'est que le Grand Orly, honnêtement, la ville de Savigny, concrètement, on a du mal aujourd'hui, au vu du peu, mais alors quand on dit peu, on a même du mal à le voir, vous avez obtenu de la CALP, qu'allez-vous donc obtenir pour notre ville du Grand Paris? Voilà. Finalement, le problème, il n'est pas temps de rejoindre le Grand Paris, parce que la décision, au fond, elle est déjà prise, de quels vont être les effets bénéfiques du Grand Paris de manière concrète, et je pense que vous avez réfléchi à quels projets pouvaient être financés par le Grand Paris, quels vont être les impacts, par exemple, sur la politique culturelle de notre ville, de notre intégration dans le Grand Paris. Qu'est-ce qui va se passer? Les compétences qui sont transférées à la CALP, elles vont être restituées à la commune, ou alors elles vont s'éloigner, voilà. Donc c'est tout un tas de questions quand même qui sont primordiales pour les Savigniens, et il va falloir que vous défendiez avec force, et vous aurez notre soutien pour cela, les intérêts de nos concitoyens. Je vous remercie. Juste une toute petite remarque. Quand vous évoquiez la politique culturelle, jusqu'à maintenant, la CALP, dans le cadre de la politique culturelle, n'a aucun droit de regard sur la programmation à Savigny. Quand on évoque le côté culturel à la CALP, ça a concerné notamment le transfert de notre médiathèque. Il y a eu des mises en réseau. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Vous évoquiez aussi qu'est-ce qu'a pu apporter la CALP. Je crois qu'on a pu commencer à le constater cet été. Auparavant, avec les difficultés de la commune, on disait, et c'est d'ailleurs une question que vous m'aviez posée lors d'un conseil municipal, on rénovait ou on reconstruisait entre 800 mètres à 1 km de route. Cette année, c'est un peu plus de 2 km qui vont être faits.
plutôt que faire du social. Bah oui, on sait refaire des routes, on sait refiler des moyens éducatifs à la population. Et on ferme. Merci Monsieur le maire, j'espère que vous atteindrez les chiffres que nous avons faits sur le dernier mandat en termes de voirie. Ce sera très intéressant de les comparer par rapport à la CAD. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, bon, pour ce qui concerne notre départ vers d'une part le pôle d'Orly et d'autre part la métropole. Le pôle d'Orly a toujours été un vœu de Savigny, et ça depuis 2013, pour qu'on rejoigne ce pôle qui est un pôle économique et qui est très important pour la ville de Savigny, puisque nous savons que nous avons beaucoup de salariés qui travaillent sur le pôle d'Orly, donc je dirais que ça va dans le bon sens. Rejoindre la métropole ensuite, beaucoup de questions, effectivement, on vient de l'exposer, vient que effectivement on est dans une certaine opacité en termes de transfert. Et j'irai même plus loin, j'irai même en termes de fiscalité. Comme on vient de quand même avoir quelques épreuves, et pas des moindres, de perte de fiscalité pour la ville, le fait de rentrer dans l'intercommunalité de la CAD, je voudrais savoir moins les enjeux que ça va engendrer en termes de fiscalité pour rentrer à la métropole. Et vous venez de dire à l'instant que pour l'instant, on ne sait pas. Alors, où vous savez, dans ces conditions, ça sera intéressant de savoir où on va en être sur le problème de la fiscalité, puisque nous perdons le fait de rentrer dans une intercommunalité, nous avons perdu de la fiscalité, ce qui a entraîné de toute manière, de facto, des impôts, et c'est pas terminé. Ce que je veux dire là, c'est que là, on n'a pas de réponse. Alors, nonobstant tout de même, les fameux transferts de compétences. On a un certain nombre de transferts de compétences qui étaient obligatoires, qui sont partis en 2013, et il y a eu la continuité en 2014. Là, on ne sait toujours pas non plus qu'est-ce qui sera rendu à la commune, et tant mieux, parce que là, ça favorisera quand même le service public. Tant mieux. Ou, en l'occurrence, elles seront parties directement sur la métropole, et je dirais que là, sur un contexte de proximité, nous allons de nouveau souffrir. Et je dirais qu'en termes d'usagers, de savoir que pour soit un problème de PLU, soit un problème de voirie, on ne saura toujours pas où aller et comment instruire des dossiers sur l'urbanisme. Je veux dire, tout ça, c'est des petites choses au quotidien que les Savigniens voudront savoir. Et pour l'instant, on nous demande de voter quelque chose où, concrètement, allez, on y va et puis on verra bien. Eh ben, par expérience, on y va, on verra bien. Et bien, je suis désolée, je trouve que là, on est dans un contexte qui est quand même difficile. Et je dirais qu'elle l'est d'autant plus qu'on connaît les dégâts, déjà, de ce problème d'intercommunalité. Donc, de passer à 300 000 à 600 000 habitants, et voire plus, puisque en métropole, en allant sur la métropole, évidemment, on augmente en termes d'habitants, on ne saura pas plus qui gouverne qui fait quoi, et comment les services seront gérés. Et à cela, je rajoute aussi les pertes d'emploi, qui seront au niveau des fonctionnaires. Parce que ça, personne n'en parle. Parce que là, c'est vrai qu'effectivement, on veut réduire les finances des communes, des intercommunalités, et c'était le but. Je ne me suis pas aperçue qu'on avait modifié quoi que ce soit au niveau de la CAD en termes d'emploi de fonctionnaires, mais je veux savoir moins comment ça va se passer en termes de transfert au niveau de la métropole. Puisqu'on nous dit clairement que la CAD, il n'y en aura plus en janvier 2016. Alors, est-ce que les fonctionnaires de la CAD auront le même sort que les fonctionnaires de la ville de Savigny-sur-Orge? Excusez-moi, j'aimerais quand même qu'on puisse en parler. Ou est-ce que ça sera un sujet qu'on pourra, à ce moment-là, voir un peu plus tard? Mais en tout cas, il faudra en parler. Alors, en ce qui concerne la métropole, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de compétences, j'allais dire, qui sont d'ores et déjà dans le marbre, comme ça a été évoqué, concernant l'aménagement du territoire, concernant le développement économique, par exemple. Mais en ce qui concerne les intercommunalités en elles-mêmes,
c'est vrai qu'il faut considérer la chose de manière différente, étant donné qu'à l'intérieur de l'EPT, on va être sur une fusion de différentes intercommunalités, même si la CALP en elle-même n'existe plus au 1er janvier. En revanche, on rentre dans une phase de négociation jusqu'au 1er janvier 2018, permettant à la fusion de ces intercommunalités ce qui va en ressortir, de toujours gérer les compétences qui étaient dévolues à la CALP. C'est pour ça que nous rentrons dans cette phase de négociation qui permettra pour certains services peut-être effectivement de les récupérer au niveau communal afin d'assurer un service de proximité, mais qu'en revanche d'autres éléments pourront rester à l'intérieur de ces intercommunalités. Donc, la loi permet quand même une grande ouverture et pendant ces 2 ans, cette phase de négociation pour savoir ce qui reviendra à nouveau à la commune et ce qui restera dans les intercommunalités. Y a-t-il des points de réflexion, M. Beaufalon? Merci. Je m'excuse d'avance la relative redondance de certains de mes propos, quelque chose qui a déjà été dit. C'est la règle de ce type d'exercice. Tout d'abord, un point de forme. La délibération soumise au Conseil intervient après la parution d'un communiqué de presse le 27 août dernier, faisant état d'une décision prise par les 5 maires de l'Agglo et par le maire du Viry-Châtillon en faveur de l'entrée dans la métropole. Sans minorer le rôle de représentation et de négociation qui est celui des maires, je voudrais rappeler que ce sont les conseils municipaux qui sont les organes délibérants et qui donc prennent cette décision. Cette chronologie des événements et la communication de l'exécutif de la CALP sont donc particulièrement malvenues à propos de ce dossier difficile. Le projet du Grand Paris sous ses diverses formes et déclinaisons répond à une préoccupation d'importance nationale. La métropole parisienne connaît un développement rapide, que ce soit en termes de population ou sur le plan du logement, des transports ou du développement économique. De nombreuses métropoles dans le monde ont connu un développement anarchique, causant déséquilibres, tensions et troubles, notamment en Amérique latine, on en voit beaucoup d'exemples. Tout l'enjeu de la loi NOTRe, et il faut le rappeler, c'est d'éviter ces déséquilibres, d'harmoniser le développement de la métropole parisienne et pour cela, d'adapter sa structure institutionnelle locale. Savigny, à son niveau, comme toutes les communes, se doit de participer à la coordination globale du développement urbain. Au delà du devoir, il y a potentiellement des opportunités, ça a été rappelé par plusieurs intervenants, pour notre commune, à entrer dans la dynamique du développement de la métropole. Mais ces opportunités ne pourront être saisies que si, et seulement si, ce développement est réparti, si aucun territoire n'est laissé en arrière, et si les populations ne perdent pas le contrôle démocratique de leur lieu de vie. À cet égard, ni les dispositifs généraux de la loi NOTRe, ni la situation particulière de l'espace public territorial numéro 12, que nous nous proposons de rejoindre, n'apportent toutes les garanties pour notre commune. Il y a donc des réserves importantes à émettre. Tout d'abord, il nous est proposé de rejoindre un ensemble de plus de 600 000 habitants, dans lequel seulement 5 élus de la commune nous représenteront. C'est d'emblée un recul démocratique au regard de l'élection 2014 qui avait permis à la population de désigner elle-même ses représentants à la CALP et qui offrait à Savigny un poids déterminant dans les orientations intercommunales. C'est également, il faut le souligner, le risque de ne pas avoir de représentation démocratique des différents groupes présents dans notre conseil. Il faut également souligner le risque d'un effet d'attraction concentrique des investissements sur le développement du nord du territoire, au plus près de Paris et autour des pôles de transport. Cela peut entraîner une moindre dynamique dans les territoires situés au sud, comme Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon. La défense des intérêts de Savigny reposera alors entièrement, ça a déjà été dit, sur 5 représentants mécaniquement issus pour l'essentiel de la majorité municipale et qui jusqu'ici n'ont pas montré beaucoup de pugnacité pour faire avancer les dossiers de Savigny à la CALP. D'autant que la taille de cette nouvelle intercommunalité provoquera très probablement le retour dans les communes de plusieurs compétences. Dans notre cas, on peut notamment évoquer les médiathèques et la culture, dont le financement, même abondé par le retour des recettes correspondantes, ne permettra pas de rendre un service aussi ambitieux que celui assumé par l'intercommunalité. D'autres compétences
risque d'être assurée au travers d'une centralisation accrue, éloignant encore un peu plus les citoyens des services dont ils ont besoin. Citons encore la très grande complexité du fonctionnement de ce nouvel assemblage institutionnel qui prévoit 3 niveaux de compétences: la compétence métropolitaine, la compétence intercommunale et la compétence communale, sans que leur répartition soit bien définie par la loi. Les équipements reconnus d'intérêt intercommunal, voire métropolitain, verront bien sûr leur financement mieux assuré. Là encore, la responsabilité reposera sur la capacité de nos représentants à défendre efficacement les dossiers de la commune et favoriser son développement. Enfin, les premières simulations financières auxquelles nous avons accédé prévoient une perte d'autofinancement de 4,4 millions d'euros pour la CALP et une perte communale de 200 000 euros la première année, 400 000 euros la seconde et 600 000 euros la troisième. Compensée en partie, il faut le dire, par l'abandon du lissage de la taxe foncière qui bénéficiera aux contributeurs saliniens. Cette fragilisation globale de nos budgets doit nous conduire à développer des coopérations nouvelles et non pas, comme nous le voyons malheureusement depuis le début de cette mandature, à diminuer les services apportés à nos concitoyens, contraints de payer très cher pour compenser ce que la commune ne leur apporte plus. Nous avons donc à faire un choix entre 2 orientations imparfaites. Soit rester en dehors de la métropole et nous replier sur le périmètre de la CALP actuelle, non viable après le départ de Paray, vieille poste, soit rejoindre la métropole au sein d'une intercommunalité qui suscite des réserves importantes. Malgré ces réserves, c'est en faveur de la rentrée de la métropole que nous nous prononçons, solution la plus conforme à l'intérêt de la région métropole et la moins défavorable à l'intérêt des Sabiniens. Nous serons donc très vigilants sur la conduite de cette mutation et sur le comportement de la future représentation sabinienne dans ce nouvel ensemble intercommunal. Je vous remercie. Peut-être deux, trois éléments. Notamment, vous avez évoqué le fait que, à l'intérieur de la métropole, nous allons avoir des baisses de dotation encore pour nos possibilités d'autofinancement. Sachez qu'à l'intérieur de la CALP, nous aurions eu rigoureusement les mêmes baisses, et je crois qu'au final, ça devrait se jouer à 10 kg euros. Donc, autant dire une paille. Vous l'avez dit, cette loi est non parfaite. Et c'est pour ça qu'il y a encore un certain nombre de portes qui sont ouvertes, de portes de négociation, et à l'intérieur desquelles, effectivement, il nous faudra jouer des coudes pour arriver à la fois à défendre le territoire de l'intercommunalité de la CALP, mais aussi le territoire de Savigny. Je rajouterai juste sur la petite remarque que vous avez faite en préambule. J'ai quand même souhaité que ce conseil municipal ait lieu, alors que, étant la dernière commune à se prononcer, à la limite, ne doit importer peu. Parce que s'il vous plaît, la démocratie, lorsque l'on regarde l'article 59 de la loi NOTRe, il suffisait déjà que la moitié des communes représentant 2 tiers des habitants, ou 2 tiers des habitants représentant la moitié des communes, et le tour était déjà joué. Et comme je vous l'ai dit en préambule, c'est la dernière commune à voter, et par voie de conséquence, la CALP part déjà vers la métropole. D'autres remarques. Monsieur Fabre, ensuite Madame Fischer. Oui, monsieur le maire, votre dernière remarque m'interpelle beaucoup. Donc, finalement, ce que vous nous dites, c'est que le choix est déjà fait. Donc, finalement, vous nous réunissez, vous nous faites débattre, voter sur une décision qui est déjà prise. Donc, oui, c'est vrai, on en parle, mais bon, quand même. Alors, c'est un peu surprenant, quand même. En fait, peut-être antidémocratique. Alors, deux remarques. Une remarque sur le Grand Sorly. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle ait bien compris, le Grand Sorly est mort.
nous allons rejoindre un territoire qui va aller jusqu'aux frontières de Paris. Jusqu'aux frontières de Paris, jusqu'aux périphériques. Il n'y a plus de Grand Orly, il a été rejeté par l'Assemblée nationale. Ça a été souligné par Mme Sass tout à l'heure. Nous allons rejoindre un territoire qui va être beaucoup plus grand. Et les remarques de M. Desfrémont sur les investissements qui risquent d'être concentrés sur les villes qui sont à la frontière de Paris sont des risques réels. Voilà, sont des risques réels. Voilà, c'est le première remarque. Deuxième remarque, vous avez bien voulu répondre à la question écrite posée le 8 mars. Je vous remercie d'y avoir répondu cet été. Néanmoins, quand même, il y a un règlement intérieur de notre conseil municipal et normalement, vous deviez répondre par écrit dans les 2 mois. Bon, en fait, l'une des questions posées était, c'est un petit peu périphérique quand même, mais bon, quand même, parlons, puisque vous annoncez cet élément-là, c'était la sécurisation à la sortie du Sacré-Cœur. Donc je suis heureux d'apprendre que le Sacré-Cœur est une école soit qui n'est pas accidentogène, ou soit vous ignorez qu'il n'y a pas de personnel communal qui assure la sécurité à la sortie du Sacré-Cœur. Votre réponse à ma question écrite a été incroyable. Honnêtement, j'en suis parvenu en lisant votre réponse. Je vous réécrirai, mais voilà. C'était une aparté. Retenez surtout les premiers points. Je ne crois pas vous avoir dit, monsieur, que le Sacré-Cœur n'était pas accidentogène. Il y a un certain nombre d'aménagements qui ont été faits et que je reconnais par l'équipe précédente et qui ont permis de réduire les problématiques devant cette école. Nous avons d'ores et déjà mis et là je parle sous le contrôle de M. Daniel Jojas, vous le savez, et vous l'avez salué lors d'autres conseils municipaux, nous avons mis en place des gilets jaunes devant la plupart des écoles, mais nous sommes toujours en phase de recrutement pour compléter ce dispositif. Madame Fischer, vous souhaitez avoir la parole. Oui, monsieur le maire, très rapidement, le fait de nous dire aujourd'hui que finalement la loi n'impose pas une consultation de la part de Savigny-sur-Orge, je trouve ça un petit peu surprenant et je dirais que, excusez-nous d'être savigniens, monsieur le maire. La loi est ainsi faite, madame, et c'est vrai que ça fait partie des aberrations de cette loi. Oui, je crois qu'il faut reprendre un peu de moteur effectivement dans nos débats. Pourquoi? Parce que on a effectivement, on va délibérer pour rentrer dans cette démarche. Comme les différents collègues et vous-même, monsieur le maire, l'avez rappelé, le choix est relativement restreint. On a le choix de rentrer ou de rentrer. Donc l'important, c'est ce qui va se passer après. C'est ce que nous avons tous dit ce soir. C'est les engagements que nous devons prendre, celles et ceux qui représenteront notre ville dans ces instances, à la fois à la métropole, et là c'est vous, et dans l'établissement public territorial, c'est votre équipe, et j'espère peut-être une représentation de l'opposition dans sa grande diversité. On verra ce que les chiffres donneront à ce moment-là. Mais clairement, l'enjeu, il est là. Et il va falloir que je l'ai dit en préambule, il va falloir qu'on travaille ensemble et qu'on travaille y compris avec les représentants, puisque la vie démocratique s'est complètement animée à Savigny depuis quelques mois, grâce à vos actions, monsieur le maire, et je crois que le public fortement présent ici le prouve encore une fois ce soir. Mais clairement, on doit à la fois prendre le temps, les uns et les autres, de comprendre les enjeux. Vous l'avez rappelé, on a du délai pour faire les choses, on a du délai pour que les compétences qui sont celles de la CALP aujourd'hui continuent de vivre au sein de l'établissement public territorial. Mais pendant ces 2 ans, il va bien falloir qu'on taille les crayons et on fasse les calculs pour que ce qui doit revenir à la ville, on puisse le prendre et l'assumer, y compris avec les moyens et de fonctionnaires et d'argent public nécessaires. Ce qui doit rester au niveau de l'établissement public territorial, et là quelques remarques quand même sur ce qu'on a dit. Il y a aujourd'hui un établissement public et d'État au niveau de Seine-Amont qui fait son travail et qui investit fortement à Ivry, Vitry et Choisy. C'est indépendant de ce qui va se passer à la métropole. Il y a la Société du Grand Paris qui investit sur le Grand Paris Express
et qui va fédérer les équipements autour des gares. Là encore, c'est indépendant des deniers publics liés à la métropole. Donc, je pense quand même que nous avons des possibilités et des opportunités à saisir, mais que l'exigence de travail est démocratique et effective de la part des uns et des autres, citoyens élus et vous, monsieur le maire, sera particulièrement importante. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Donc, allons dans cet établissement public et mettons-nous, encore une fois, enfin au travail tous ensemble. Oui, juste une petite remarque, parce que vous avez Faites des grandes remarques, évoqué Saint-Amand, mais il y a aussi le Val de Bièvre. Et je serais tenté de dire que c'est à peu près les mêmes difficultés de fusion qu'il y a en ce moment entre Oropessonne et la CAPS. C'est-à-dire qu'on trouve d'un côté une intercommunalité très intégrée et de l'autre côté une intercommunalité plus sous forme d'une ingénierie. Et je serais tenté de dire que la CALP, au milieu, arrive avec une position médiane entre les deux, même si nous faisons partie des intercos très intégrés là aussi. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, M. Morales. Oui, bonjour Monsieur le maire. Je vous remercie de nous passer la parole, mais nous nous abstiendrons parce que je vois que la voie de Salignan n'a aucune importance. Nous sommes déplacés ce soir pour rien, parce que tout est déjà clippé, les stèles sont jetés, donc nous abstiendrons. Donc je vous propose que nous passions au vote pour l'entrée de cette... Oui, M. Félico. Merci de lire la délibération, parce que le projet de délibération qui m'a été communiqué dans le dossier n'a pas de conclusion. Donc je souhaiterais, en toute rigueur, que vous puissiez expliciter la conclusion exacte de ce débat pour que nous votions en bon terme. Merci. Voilà, merci, ça me permet de rebondir au travers de votre remarque, qui était effectivement, il n'y avait pas de conclusion, étant donné qu'on attendait le débat. Voilà. Donc, la conclusion de cette note de synthèse va être très simple, étant donné que nous sommes consultés par monsieur le préfet pour ou contre notre intégration à la métropole du Grand Paris. Je pense que je ne vais pas relire tous les textes de loi et déroulés que nous avons eu l'occasion d'évoquer en introduction de ce débat, mais qu'on peut poser directement la question qui est pour l'intégration dans la métropole du Grand Paris. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. N'ayant pas été saisi de questions diverses, la séance est levée. Je vous souhaite une bonne soirée.